Donc la suite du cours 3 par une erreur de ma part. Dans le cours précédent, j'ai oublié que dans le protocole pour mesurer la matière organique produite par les phasmes, il fallait peser les excréments des phasmes. En effet, ils vont transformer ce qu'ils ont mangé en énergie, en cellules, mais aussi en excréments. Et voilà, c'est pas bien. Désolé. Donc sur ce cours, que devient la matière organique une fois que les individus vont mourir? Donc on va commencer par l'utilisation de la matière organique par les humains une fois que les individus sont morts. Eh bien, on peut produire avec de l'énergie, tout simplement. Donc sur la vignette, vous pouvez voir qu'il va y avoir une production d'énergie, par exemple ici, à partir du bois, le bois de chauffage, qu'on peut utiliser donc dans les cheminées, mais qui a été utilisé en fait depuis la nuit des temps. On peut utiliser aujourd'hui ce qu'on appelle les biogaz, qui sont produits à partir des excréments des animaux. On fabrique un gaz qui s'appelle du méthane et qu'on peut faire fonctionner dans des centrales pour produire de l'électricité notamment. Et plus récemment, les biocarburants, c'est-à-dire qu'on va produire un liquide qui va servir ensuite dans les véhicules. On va le brûler comme du pétrole, en fait, comme de l'essence. Donc ce biocarburant, ça peut être de l'alcool, ça peut être aussi une sorte d'huile qu'on va mélanger avec de l'essence. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, puisque ça veut dire qu'on va utiliser des terres cultivables pour produire du carburant pour les véhicules, qui vont rejeter ensuite du CO2 dans l'atmosphère. Bon, vu le contexte actuel, c'est peut-être pas la meilleure idée. En fait, la transformation de matière organique par les humains, bon, c'est vraiment une anecdote, hein, c'est un détail. Bon, c'est important d'en parler. Maintenant, on va voir comment ça se passe dans la nature s'il n'y avait pas les humains. Donc, par exemple, une forêt. Tout le monde sait que les feuilles vont tomber en automne sur le sol. Que vont devenir justement ces feuilles? Alors, quand elles tombent sur le sol, les feuilles vont constituer une couche plus ou moins épaisse qu'on appelle la litière. Ensuite, cette litière va se transformer petit à petit et on va voir sous la litière, sous la couche de feuilles, une couche un peu plus foncée, un peu plus noire, qu'on appelle l'humus. On reviendra sur ces définitions un peu plus tard. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment les feuilles vont disparaître et se transformer. Donc, il faut observer, bien sûr, la litière. Alors, si on regarde de près dans la litière, si on fait un prélèvement, on va trouver tout un tas d'êtres vivants. Ça va de végétaux comme l'herbe, des feuilles qui sont mortes, comme on dit, des feuilles qui sont plus ou moins décomposées, des morceaux de fruits, des restes de glands, par exemple, de châtaignes, des lichens, voilà. Bon, tout un tas de choses. Donc dans la nature, les débris d'êtres vivants disparaissent peu à peu au contact du sol en se transformant. Apparemment, il suffirait que les feuilles soient en contact avec le sol pour qu'elles se décomposent. Je dis bien apparemment. Alors, il y a beaucoup d'animaux de ce qu'on appelle de la microfaune. Il y a un terme aussi mésofaune. En fait, ce sont des animaux de petite taille. En voici quelques exemples. Alors, quand on dit petite taille, ça va de quelques dixièmes de millimètres jusqu'à quelques centimètres. Donc, par exemple, dans les plus petits, on va avoir des acariens, comme l'oribate ici. On peut avoir le trombidion, un petit acarien qui est tout rouge. On a des animaux un peu plus grands, comme le pseudoscorpion, qui est de la famille des arachnides. Alors, pseudo-scorpion, hein, en fait, c'est un faux scorpion, donc pas peur. Et puis, regardez bien la taille, c'est vraiment tout petit. Les vers de terre, tout le monde connaît, les lombriques. Un crustacé, le cloporte. Ici, un myriapode, c'est-à-dire la famille des mille pattes, hein, qui peut lui ressembler un petit peu. D'autres mille pattes, certains avec beaucoup de pattes, d'autres pas beaucoup. Bon. Et puis, on vous a mis la taupe, puisque ce petit mammifère, on peut le trouver aussi dans la litière. Il va se nourrir, en gros, de pas mal des animaux ici précédents. Alors, on aurait pu aussi construire des chaînes alimentaires à partir de ça. Bon. Donc, en fait, la litière, c'est ce qu'on appelle un écosystème à part entière. Hein, c'est un petit monde en miniature. Il y a des prédateurs, il y a des proies. Voilà. Donc, tous ces animaux qu'on vient de voir vont participer à la décomposition de la matière organique, mais vous allez voir, ce ne sont pas les seuls.
Donc voici un schéma qui est pas très joli, mais j'ai fait ce que je pouvais et je vais vous demander de le recopier dans le cahier. Donc sur la couche au-dessus, nous avons la litière. Donc c'est la partie supérieure du sol. Elle est constituée de végétaux et d'animaux qui sont en décomposition. Alors pas que en décomposition, puisqu'on vient de voir qu'il y avait des petits animaux bien vivants. Donc la litière. En dessous, on va trouver la couche foncée qu'on appelle l'humus. Donc cette couche est constituée de matière organique, c'est-à-dire des restes de végétaux et d'animaux décomposés. Et en dessous, on a une couche que j'ai appelée la couche minérale, dans laquelle on va trouver assez peu d'êtres vivants, assez peu d'animaux. Ça peut arriver que quelques-uns s'aventurent dans cette profondeur. Donc l'ensemble de ces trois couches, litière, humus et couche minérale, c'est ce qu'on appelle le sol, dont l'épaisseur est variable. En dessous, on va trouver le sous-sol, ce qu'on appelle la roche. Donc le sol est composé de la litière, de l'humus et d'une couche de matière minérale. En dessous se trouve la roche ou sous-sol. Voilà ce qu'il faut écrire dans le cahier. Alors il y a différents types de sols. Les épaisseurs sont très variables. Ça peut aller de quelques centimètres à plusieurs mètres. On peut avoir des sols de 3, 4, même 5 mètres. En fait, ça va dépendre, par exemple, si on est dans une forêt, dans une lande ou dans un jardin, par exemple, comme à la maison. Alors, je vous propose des documents juste après cette vignette, justement pour voir un peu comment les feuilles vont être décomposées. Puisque, bien sûr, une feuille, ça ne se décompose pas toute seule. Donc, on va observer des feuilles de litière au cours du temps. Donc, le premier stade, donc là, la feuille, c'est ce qu'on appelle une feuille morte, mais on voit bien qu'elle n'est pas décomposée. On reconnaît encore la feuille. On pourrait même dire à quel arbre elle appartenait. Encore faut-il s'y connaître en termes de feuilles et d'arbres. Le stade 2, la feuille, on voit qu'elle a commencé à subir des dégradations. Elle n'est plus tout à fait entière, il manque des petits bouts. Le stade 3, il manque beaucoup plus de matière. Alors, il y a même un ver de terre ici dessus. Et le stade 4, la feuille est vraiment bien décomposée, pas entièrement encore, mais c'est en bonne voie. Il ne reste plus que les parties les plus dures, comme les nervures ici et là. Parfois, sur certaines feuilles en forêt, on peut trouver des espèces de filaments blancs. En fait, ce sont des champignons. On va voir le rôle de ces champignons d'ailleurs plus tard. Alors, une expérience a été réalisée justement pour voir quelle est l'action des champignons et des bactéries sur les feuilles. Donc, les expériences sont réalisées. D'abord, une litière prélevée dans la forêt à laquelle on ne va appliquer aucun traitement. Donc on va voir comment elle évolue au bout de 6 mois et ensuite au bout de 12 mois. Il y a de la litière qui va être passée au micro-ondes, une autre qui va être traitée au fongicide, une autre qui va être traitée avec des bactéricides et une autre qui va être traitée avec les deux, fongicides et bactéricides. Alors quelques explications. Le micro-ondes, ça va tuer tous les êtres vivants. Tout ce qui est dans la litière, ça va mourir, que ce soit les bactéries, les microbes, etc. Le fongicide, ça ne tue que les champignons. Et le bactéricide, lui, ça ne tue que les bactéries. Alors, quelques notions. Une feuille, quand elle est fragmentée, en fait, ça reste de la matière organique et on va avoir des petits morceaux de feuilles. Fragmentée, ça veut dire elle est découpée en petits morceaux, mais elle n'est pas décomposée. La décomposition, c'est quand elle va se transformer en matière minérale, par exemple en eau, en sels minéraux et en dioxyde de carbone. Donc ici, si on regarde ce qui se passe, donc dans une litière normale non traitée, au bout de 6 mois, on arrive au stade 3 et au bout de 12 mois, on est au stade 4. Je vous ai remis la petite photo ici. Si on passe au micro-ondes, les feuilles restent intactes, que ce soit au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. Donc elles n'ont été ni fragmentées ni décomposées. Si on traite avec des fongicides, on va s'arrêter au stade 2. Alors avec une petite différence, au bout de 6 mois, on en est au stade 2. Au bout de 1 an, on est toujours au stade 2, mais les morceaux sont un peu plus petits. Si on a traité avec des bactéricides, on a tué toutes les bactéries, la feuille est elle aussi au stade 2 au bout de 6 mois. Au bout d'1 an, elle est également au stade 2, mais les morceaux sont là aussi plus petits. Si on traite la litière avec des fongicides et des bactéricides, dans ce cas-là, on observe que les feuilles sont fragmentées, mais ne seront pas décomposées, que ce soit au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. Donc maintenant, ça va être à vous de réfléchir. Il va falloir trouver qui est responsable de la fragmentation et qui est responsable de la décomposition.
vous avez le choix entre la faune, c'est-à-dire les animaux de la litière, les champignons ou les bactéries. Pareil pour la décomposition, vous avez le même choix. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs intervenants, plusieurs responsables. Donc je vous demande de répondre à ces 2 questions. Ce n'est pas un travail à me rendre, donc inutile de me le renvoyer. Vous faites ça sur une feuille, vous essayez de vous appliquer dans la rédaction, vous faites lire à vos parents, en espérant qu'ils comprendront ce que vous avez voulu expliquer. S'ils n'ont pas compris, je pense que moi non plus je ne comprendrai pas. C'est un travail qui, à mon avis, demande une dizaine de minutes, en essayant de se concentrer, de le faire sérieusement. Si franchement vous n'y arrivez pas, ce n'est pas la peine de passer 1 heure là-dessus. Je vous donnerai la réponse la fois prochaine, et ça suffira comme ça. Allez, bon courage, au revoir.